Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, cérémonie, la signature du contrat de subventions aux initiatives locales entre l'Union européenne et le ministère chargé de la décentralisation. Et dans l'actualité internationale, Antonio Guterres reconduit à la tête de l'ONU pour un mandat de 5 ans. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. À la une dans l'actualité, le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, a salué la mémoire de feu Kenneth Kaunda, l'ancien président zambien et père de la nation de ce pays d'Afrique australe, décédé jeudi à l'âge de 97 ans. Digne fils de l'Afrique, il aura été de tout combat en faveur de l'autodétermination des peuples du continent. S'est réjoui du président Guélé, qui s'est surtout souvenu du précieux appui qu'il a toujours apporté au mouvement engagé dans la lutte contre le régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Il restera gravé aussi dans la mémoire collective de ses compatriotes pour l'engagement sans faille, a-t-il rappelé, qui fut le sien lors de la mobilisation pour l'indépendance nationale de son pays, a ensuite noté le chef de l'État. Fin stratège, il força l'estime également pour sa capacité exceptionnelle à anticiper les mutations politiques de sa société. A par ailleurs souligné le président Ismaël Merguele, exprimant ses condoléances attristées au peuple et au gouvernement zambien, ainsi qu'à la famille et aux proches et amis du défunt. Rappelons que décédé des suites d'une pneumonie, feu Kenneth Kaunda a été le premier président de la République de Zambie qui a acquis son indépendance en 1964 de la Grande-Bretagne. Il reste à la magistrature suprême zambien jusqu'en 1991. Retour à Djibouti où je vous le dis dans le titre, le ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Qasim Haroun Ali, a présidé hier dans la salle de conférence de son département la cérémonie de signature des deuxièmes contrats de subvention au titre de cette année 2021 entre les 5 conseils régionaux et Expertise France, l'agence d'exécution du programme d'appui à la décentralisation et aux initiatives locales financées par l'Union européenne. La signature de ce deuxième contrat entre les conseils régionaux et Expertise France a porté sur la mise à la disposition des premières ressources d'investissement d'un montant global de 375 millions de francs de Djibouti, plus de 115 millions par région pour financer des projets d'infrastructure dans le domaine du développement économique et social, de l'accès à l'eau et du renforcement des services de l'administration régionale. Dans son introduction, le ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Qasim Haroun Ali, a d'emblée souligné que les contrats annuels entre les conseils régionaux et Expertise France portent sur la mise en œuvre des investissements alloués au premier. Le ministre délégué a souligné que l'intérêt de cette approche de développement est qu'au-delà de la promotion économique, elle vise l'inclusion sociale de la participation citoyenne dans la gouvernance locale des gestions durables. Le ministre Qasim Haroun Ali a profité de l'occasion de cet événement pour rappeler que le chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguele, accorde une grande importance à la décentralisation. En témoigne le changement du statut du département de la décentralisation au cours du dernier remaniement. Il est passé du secrétariat d'État à celui du ministère, a-t-il rappelé. Le ministre a ajouté que le développement de nos régions, par le biais de la mise en valeur des potentiels chacune d'entre elles, constitue une composante importante des priorités nationales de la politique du chef de l'État. Écoutons ces quelques réactions recueillies lors de la signature. On abrite cet après-midi une cérémonie de signature des contrats de subvention entre les régions et Expertise France. Donc c'est pour la deuxième année qu'on signe ces contrats. L'année dernière, pour 2020, nous avons signé un contrat pour 10 millions de francs Djibouti par région. Cette année, c'est un autre palier qu'on va gravir avec 70 millions par région. Cette cérémonie a été présidée, comme vous le voyez, par son Excellence Qasim Haroun Ali, ministre délégué à la décentralisation, en présence également des directeurs des opérations d'Expertise France, avec la participation également des représentants de l'Union européenne, du cabinet du programme ADIL, et du DFE également, et des présidents des régions. Donc ce montant aujourd'hui permettra à chacune de nos régions de financer les projets qui ont été retenus comme prioritaires pour 2021. Donc c'est comme ça que nous travaillons. À cet égard, donc, je voudrais remercier les ministres d'avoir présidé cette cérémonie. Je voudrais également adresser nos sincères remerciements à l'Union européenne, à Expertise France, à la DFE et à tous les amis aussi qui nous ont invités à venir signer ces contrats.
Santé à présent, où le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Beneteau Tourab, a présidé la cérémonie de clôture de la formation des formateurs sur le coaching clinique des soins essentiels du nouveau-né, organisée par la direction de la santé et de la mère et de l'enfant avec l'appui technique et financier de l'UNICEF. Cette formation qui s'est déroulée du 15 au 17 juin à la salle de réunion de l'hôpital Chéreau a été marquée par des discussions et les recommandations pour les prochaines étapes, notamment le début des formations en cascade à l'intention des prestataires en service et dans différentes structures de santé. Notons la présence du directeur général de l'hôpital Chéreau, M. Moussa Ibrahim Sougué, de la directrice de la santé de la mère et de l'enfant, Mme Fatouma Ali Abdallah, et de la représentante de l'UNICEF, Mme Deka Aboubakr Hadi, la directrice technique de l'hôpital Chéreau, Dr Timiro Adanoukié. Ce processus de formation des formateurs va sonner le doute à-t-elle renforcer les compétences des professionnels de santé afin d'améliorer la santé néonatale, de réduire les taux de morbidité, mortalité néonatale. Cette formation est centrée sur la prise en charge de la santé néonatale qui est incontournable pour ces professionnels de santé qui sont en première ligne pour assurer la consultation prénatale, l'accouchement en milieu hospitalier, la préparation et l'accueil du nouveau-né, examen systématique. Dans son intervention, le secrétaire général du ministère de la Santé a indiqué que la santé de mère et du nouveau-né ainsi que la réduction des taux de morbidité et mortalité maternelle néonatale constituent une priorité majeure pour le ministère de la Santé. L'information que vous avez reçue va permettre, je crois, de rafraîchir pour ceux qui connaissaient déjà les gestes à faire et les conduites à tenir à faire, et pour les autres à avoir appris les gestes essentiels pour maintenir la maman et le nouveau-né en vie. Je voudrais souligner que nos structures ne sont pas très nombreuses, mais ils doivent avoir le nombre nécessaire de personnel pour qu'on puisse prendre en charge la femme et le nouveau-né, pour qu'il puisse venir dans le monde, donc dans de bonnes conditions, et qu'il soit surveillé de façon correcte, et éviter ainsi comme disait Madame docteur, donc la mortalité à la naissance. Les premières heures, ce sont les heures essentielles. C'est là où il faut vraiment intervenir pour éviter qu'il y ait des séquelles ou alors la mortalité. Les compétences s'acquièrent sur le terrain. Je pense que la formation a été conduite sur le terrain. Je suis très heureux de voir comment vous avez pu travailler pendant ces 5 derniers jours. Et je remercie tous ceux qui ont rendu possible cette formation. L'hôpital Balbala qui a accueilli cette formation. Donc votre travail de formation n'est pas fini. Vous allez continuer, comme cela a été dit, donc, à former les autres personnels au niveau de chacune de votre structure pour qu'ils aient également à peu près les mêmes gestes que vous avez appris ici. Eh bien, lors de cette formation, tous les bénéficiaires de cette formation ont tous déclaré, et grâce à cette formation dédiée aux prestataires de soins néonatales, ils permettront d'améliorer significativement leurs compétences dans la prise en charge du nouveau-né à la naissance et pendant la première semaine de vie, période au cours de laquelle la majorité des décès du nouveau-né se produit. La médecine moderne exige une perfection de jour en jour. Ça veut dire quoi? En médecine moderne, c'est la mise à jour des connaissances. Donc pour ça, il faut vraiment
remercier alors, ceux qui nous ont permis de faire la formation. Maintenant, par rapport à la formation, vous savez, on est dans un pays où la mortalité maternelle et néonatale est très élevée. Qu'est-ce qu'on doit faire? La première des choses, il faut qu'il y ait des personnels. Deuxièmement, c'est la mise à jour. Donc, pour ça, nous sommes venus faire cette mise à jour qui nous a permis vraiment d'avoir des connaissances récentes sur la prise en charge du nouveau-né. Ça, c'est le premier aspect. Deuxièmement, nous allons transmettre les messages. Et troisièmement, ça doit répercuter sur nos pratiques quotidiennes. Ça veut dire quoi? Il doit y avoir une amélioration de nos pratiques quotidiennes après cette formation. Direction le sud, où en cette période estivale, eh bien, de nos compatriotes de la capitale fuient la chaleur. Pour se rendre dans les pays voisins durant la période d'été, le ministère de la Santé a mis un dispositif de contrôle et de surveillance contre Covid-19 au point d'entrée de notre pays. À Galilée, par exemple, le centre de quarantaine et de dépistage opérationnel est fonctionnel et doté d'un laboratoire entièrement équipé et dédié aux tests salivaires qui permet d'équiper la capacité des testings au niveau de ces postes frontaliers de Galilée, particulièrement très fréquenté par des voyageurs circulant dans le sens de ce point frontalier, ainsi que le centre est équipé d'ambulances équipées. Informer à la population que nous avons un centre à Galilée, un centre de dépistage de la Covid-19 qui est opérationnel 24 heures sur 24. Nous avons aussi mis en place une unité de prise en charge de la Covid-19 pour désengorger les hôpitaux de la ville qui se trouvent au sein de l'hôpital. Nous prenons en charge les cas de Covid-19 graves, c'est-à-dire avec complications respiratoires, mais aussi les autres complications. Eh bien, le directeur général de l'hôpital d'Ali-Séguier a rappelé que celui-ci répond à un double impératif, a-t-il dit. D'abord, celui de renforcer la perméabilité face au Covid-19 pour empêcher tout risque d'introduction du virus sur le territoire. Et ensuite, celui de faciliter la circulation des personnes en réduisant les délais d'attente grâce aux tests salivaires qui sont plus rapides dans ce poste de contrôle de Galilée. Autre actualité nationale, dans le cadre de la célébration de la fête nationale de l'indépendance, la mairie de la capitale, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture, ainsi que l'OMTD, eh bien, l'association pour la sauvegarde des patrimoines a organisé une journée dite Connaître sa ville. Des élèves issus de 3 communes de la ville de Djibouti ont participé à cet événement. L'objectif principal de cette visite est la connaissance, mais surtout la prise en conscience de l'existence des patrimoines nationaux de notre pays et des sites architecturaux de la capitale. La journée a commencé vers 7h30 par une projection dans la salle de conférence de la mairie des différents sites à visiter. Les élèves ont pu voir les photos anciennes, on pouvait lire et voir la joie des élèves de leur visage. Par la suite, une visite sur le terrain a été organisée afin de voir les différents patrimoines. Les élèves ont été encadrés par le personnel de la mairie ainsi que les membres de la SPE et des enseignants. Au cours de cette visite guidée, les jeunes ont pu voir, mais surtout apprécier l'historique des sites de la visite qui a démarré à Belbela, là où il y avait certains vestiges datant de la Seconde Guerre mondiale. Les élèves ont vu les bunkers construits pour protéger la ville de Djibouti de l'invasion italienne. Ensuite, ils ont visité la phare de Belbela, phare qui servait, rappelons-le, de repère aux bateaux entrant au port. L'ancien barrage érigé par les colons pour empêcher les gens d'entrer en ville. La place de l'indépendance, Al-Hurriya, aux côtés du marché central de Riyad, premier endroit où était hissé le drapeau national. L'école franco-islamique Al-Jaha, la place Mahmoud Harbi, et l'ancienne place appelée grecque, la maison des Indiens, l'ancienne gare de la Croix-Lorraine, hôpital Pelletier, le bâtiment du Conseil constitutionnel, le bâtiment Younus Toussaint. En tout, les élèves ont pu visiter 17 sites. Les encadreurs des jeunes expliquaient l'importance qui revêt chaque lieu visité à la fin de la visite guidée. Les élèves ont rencontré la maire de la ville dans l'hôtel de ville où ils ont fait un résumé de ce qu'ils ont vu. Rappelons que la maire de ville, Mme Fatma Awal Osman, a félicité les jeunes pour leur volonté sur la connaissance de l'histoire
historique de la cité. Elle a également précisé que cette visite de la ville sera pérennisée dans le temps et que des jeunes des régions de l'intérieur seront aussi conviés ultérieurement. Mme Fatou Ousmane a attribué un cadeau à chaque élève et les a encouragés également à transmettre aux autres les acquis de la journée. Enfin, je voudrais souhaiter à tous les participants de la visite une bonne fête d'indépendance. Eh bien, dans le cadre de la célébration de la fête nationale de l'indépendance, la rédaction vous propose une série de magazines sur l'histoire pour la libération du pays, ainsi que nous allons clôturer notre journal par une page de notre histoire. Ce soir, nous vous présentons un document sur le contour du référendum de 1958. Premier pas de l'émancipation politique du territoire de la côte française des Somalies, comme du reste pour les autres colonies de l'Empire français, intervient à la fin de la Seconde Guerre mondiale et la naissance de la 4e République. Ces deux événements ouvrent en effet une nouvelle ère pour l'ensemble des populations des colonies qui ont payé un lourd tribut lors de la Deuxième Guerre mondiale. Pour la côte française des Somalies, c'est par décret daté du 9 novembre 1945 et institué le conseil représentatif élu pour 4 ans et composé de 2 sections. Sur un total de 20 membres, le Conseil est composé de 2 sections, à savoir une première section de 6 membres des citoyens français, entendez uniquement de blancs. La deuxième section des 6 membres est composée par les indigènes, selon la terminologie utilisée par les pouvoirs coloniaux. Le premier Conseil représentatif est élu le 10 mars 1946. Saïd Ali Koubèche devient vice-président du Conseil. En 1946, un jeune inconnu originaire de la ville d'Ali Sabiye, Mahmoud Harbi, fonde le club de la jeunesse somalie et afar et sera de facto concurrent au club de la jeunesse arabe fondé par Saïd Ali Koubèche. Parmi les membres du club figurent notamment Hassan Gouled Abtidon, Mohamed Kamil et Ali Aref Burhan. Dès lors, Mahmoud Harbi, âgé seulement de 21 ans, dominera durant 10 ans la vie politique locale et son club marque profondément le destin du territoire. L'année 1956 marque un tournant dans l'évolution politique et institutionnelle des territoires d'outre-mer avec la promulgation de la loi cadre initiée par M. Gaston Defferre, ministre socialiste de la France d'outre-mer. Cette nouvelle loi du 23 juin 1956 fixe en effet le nouveau cadre du statut accordé aux colonies françaises. Parmi les nouveautés que cette loi augure, nous citerons entre autres la mise en place du suffrage universel, le collège unique, la création de conseils de gouvernement. Si la situation politique du territoire commence à s'apaiser, il n'en pas de même sur le plan économique avec une grave crise sociale qui pousse la population à manifester massivement dans les rues et à observer un mouvement de grève générale, et ce à la faveur de la visite d'une délégation des sénateurs. C'est donc dans cette atmosphère d'incertitude économique et sociale qu'est s'ouvrit l'année 1958, au cours de laquelle la côte française Somalie eut, comme du reste pour les autres territoires français d'outre-mer, à choisir entre l'indépendance ou l'appartenance à l'ensemble français. Au début de l'année 1958, 2 événements majeurs mettent en exergue le véritable dessein politique de Mahmoud Harbi, vice-président du conseil de gouvernement de la CFS. Il s'agit de l'annonce du référendum constitutionnel pour septembre 1958 et l'approche de l'indépendance des Somalies italiennes et anglaises prévue pour le courant de l'année 1960. En effet, à l'annonce pour les populations des territoires d'outre-mer de choisir leur destin, Mahmoud Harbi estime que l'heure est venue de prendre l'indépendance offerte par la France, car pour lui, une pareille occasion ne se reproduirait sans doute dès sitôt. En fait, et tout le monde est d'accord aujourd'hui sur ce point, Mahmoud Harbi nourrissait un destin beaucoup plus ambitieux encore avec la proclamation prochaine de l'indépendance de la Somalie italienne et anglaise en 1960. Harbi caresse le rêve de libérer Djibouti dès 1958 et négocie en position de force pour le leadership politique de la future Grande Somalie qui réunirait les 3 ensembles somaliennes, c'est-à-dire italiennes, anglaises et françaises. En des termes plus clairs, Mahmoud Harbi projetait de créer une vaste république somalie dont les 2 pôles seraient Djibouti et Mogadiscio et au sein de laquelle il pourrait briguer un poste de tout premier plan. L'ouverture de la campagne pour le référendum de septembre 1958, le 7 août, est marquée par une déclaration retentissante de par sa portée politique. Mahmoud Harbi annonce dans le journal son intention de faire campagne par le nom et donc pour l'indépendance du territoire.
Avec son statut de député et de vice-président du conseil de gouvernement, sa déclaration est accueillie avec stupeur. À partir de cet instant, Mahmoud Harbi est isolé sur le plan politique car l'ensemble de ses amis politiques se désolidarisent et se déclarent l'un après l'autre en grande majorité en faveur du oui. Hassan Gouled Abtidoune et Mohamed Kamil sont les leaders du camp favorable au oui, avec un argumentaire qui consiste à dire que l'indépendance doit suivre un processus par étapes qui passe d'abord par un statut d'autonomie au sein de la communauté franco-africaine et ensuite, au bout de 5 ans, une indépendance automatique. Tout compte fait, le 28 septembre 1958, le référendum donne son verdict. 75% de 8661 électeurs se prononcent en faveur du oui contre 25% pour le non. Hassan Gouled et Mohamed Kamil, qui sortent renforcés du référendum, invitent l'Assemblée à voter pour le statu quo. Après un déplacement à Paris où ils rencontrent le général de Gaulle pour plaider la cause du territoire et après l'assurance de ces derniers, Hassan Gouled s'est par l'Assemblée qui vote à une large majorité 27 pour et 4 contre pour le statut des territoires d'outre-mer. C'est ainsi que l'année 1958, riche en événements, s'achève. Le grand rêve de panasomalisme de Mahmoud Harbi s'est définitivement écroulé. Il est désormais clair à partir de cette date que l'avenir politique du territoire se fera sans lui. Il prend la décision au début de 1959 de quitter Djibouti pour ne plus y revenir. Il effectue une longue tournée qui le mène successivement au Caire, à Mogadiscio, en Europe de l'Est et à Pékin. En juillet 1960, il assiste aux fêtes de l'indépendance et à la naissance de la République de la Somalie. Sur place, il jette les bases d'un front de libération de la CFS. Au mois d'octobre 1960, une tragique nouvelle parvient à Djibouti. Mahmoud Harbi a trouvé la mort dans un accident d'avion entre Genève et Le Caire. C'est tout pour cette édition, mais avant de clore l'actualité internationale, Antonio Guterres entame son 2e mandat à la tête des Nations Unies jusqu'en 2026. L'Assemblée générale de l'ONU a entériné sa reconduction par acclamation et sans vote. Ce n'est pas une surprise, le secrétaire général avait reçu la bénédiction du Conseil de sécurité le 8 juin dernier et a un avis crucial dans le processus de nomination. Il a rappelé que plus solidaire était le monde et prévenir les risques majeurs à venir. Cela signifie, a-t-il dit, plus d'investissements dans les biens publics mondiaux qui nous soutiennent. Tout cela nécessite un multilatéralisme revigore. L'ex-premier ministre portugais de 72 ans connaît bien la maison onusienne. Il avait été aussi haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés entre 2005 et 2015, avant son premier mandat en tant que secrétaire général de l'ONU. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.